Le parquet général. La Chambre. Veuillez vous asseoir. Nous poursuivons. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mon confrère, Maître Abdoul Ning, a oublié de poser une dernière question au témoin, Monsieur Franzen. Est-ce que vous pensez qu'il serait judicieux qu'il le fasse maintenant, et je termine moi, ou peut-il le faire après mon intervention, comme il vous plaira? Mais je répondrai aussi comme il vous plaira. Je vous Si vous remercie. voulez intervenir tout de suite, mais qu'il le fasse. Je vous remercie, Monsieur le Vous Président. commenciez votre interrogatoire. Merci. Merci donc, Monsieur le Président, de me redonner la parole. J'avais une question, une ou deux, qui m'ont été suggérées par d'autres questions qui avaient été posées par le représentant du ministère public. C'était à propos des premières plaintes et des modifications intervenues dans les critères de compétence. Je voudrais poser juste deux questions. Vous avez dit que sous la loi de février 1999, vous avez donc la Belgique, excusez-moi, la Belgique avait adopté le système de la compétence universelle. Est-ce que c'est bien ça? Oui, elle avait déjà été... en fait, c'est une loi de 93, je pense, modifiée en 99. Mais la consécration du principe, effectivement, c'est dans la loi de 99. C'est dans la loi de 99. Alors, sous l'empire de cette loi donc, de 99, les juridictions belges ont pu donc happer le président Happé sous leur juridiction pour être jugé des faits. Happé, je ne sais pas ce que vous entendez par... attrait, pardon. Ok, oui, oui. Attrait, oui, à la suite des plaintes avec constitution de partie civile des Tchadiens, oui. Alors, il me semble que en juin 2003, d'autres plaintes avaient été déposées en Belgique par des victimes et contre de hautes autorités américaines et israéliennes. Est-ce que vous pouvez confirmer juste ces plaintes de juin 2003? Écoutez, moi, je n'ai pas été saisi de ces plaintes. Maintenant, vous lirez effectivement dans la littérature, vous lirez dans la littérature que de telles plaintes ont effectivement été déposées. Je dis, moi, j'en ai pas connaissance personnelle. Voilà. Et c'est ce qui a donné lieu à la modification de la loi de... Je ne sais pas si c'est en juin 2003, ces plaintes. Enfin, si vous me le dites... Mais toujours qu'en août
2003, c'est ce que vous avez dit, il y a eu une modification à nouveau par l'État belge des critères de compétence. Vous avez abandonné la compétence universelle. Oui, oui, c'est ce que j'ai expliqué ce matin. Alors voilà, j'ai dit... Ça me suffit. Je voudrais maintenant poser juste une question par rapport à ça. Puisque c'est une modification qui nous a paru suspecte. Alors, je voudrais vous poser la question. Ne pensez-vous pas que l'État belge a sciemment manipulé les techniques, ou les règles, en tout cas, de mise en œuvre de la compétence de ces juridictions? Parce que tout simplement, elle était gênée par ces plaintes dirigées contre Bush, Sharon et de hautes autorités américaines. La Belgique, enfin, d'abord, qui suis-je pour commenter ce qu'a fait le pouvoir législatif et exécutif en Belgique? Ce n'est pas... enfin, voilà. Mais que la Belgique ait manipulé la loi, la Belgique a adopté une nouvelle loi, a fait une modification législative pour les raisons probablement que vous indiquez, parce que, et je le dis parce que c'est écrit dans certains manuels, mais je n'ai pas vérifié ça personnellement. Mais effectivement, c'est ce que j'ai pu lire, mais je ne me permettrai pas de commenter le travail du pouvoir législatif et exécutif en Belgique. Je ne suis pas habilité pour faire ça. Je suis satisfait. Effectivement, vous n'avez pas le droit, parce que vous êtes magistrat, relevant de l'ordre judiciaire. Merci. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Bien, Maître Mounir, vous pouvez poursuivre avec les témoins. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il n'est pas de coutume, Monsieur Franzen, bonsoir d'abord, je crois que l'heure s'y est. Il n'est pas de coutume de commencer par la fin. Je vais rebondir sur la dernière question qui vous a été posée par mon confrère, Maître Ning. Ce n'est nullement pour vous mettre dans l'embarras, hein, Monsieur Franzen. De toute façon, vous êtes libre, hein, si vous pouvez répondre ou pas. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Effectivement, en juin 2003, des plaintes ont été déposées auprès du parquet fédéral belge par des victimes mettant en cause de hautes personnalités, c'est pas la peine de les citer, c'est pas grave, américaines, israéliennes. Savez-vous le sort qui a été réservé à ces plaintes? Par rapport à la survenance, à partir du mois de juin 2003, à la survenance donc d'une modification de la même loi relative à la compétence universelle qui supprimait celle-là, qui l'abrogeait en quelque sorte. Donc il s'est passé 4 mois. Savez-vous le sort qui a été réservé à ces plaintes? À nouveau, je vais raisonner en tant que juriste, puisque a priori, enfin, il faut voir si on tombe dans les exceptions de la loi d'août 2003 que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc, plainte, instruction déjà en cours avec des actes d'instruction déjà mis en œuvre et la nationalité d'un plaignant au moment de l'intentement de l'action publique, ou même hypothèse, mais je pense qu'il y a un critère de personnalité active dans l'autre cas. Je n'ai plus cette deuxième exception. Si ce n'est pas le cas, je pense que si l'affaire n'a pas été mise à l'instruction
eh bien, il y a une procédure qui est prévue par la loi, mais une procédure de classement sans, ce qu'on appelle chez nous de classement sans suite, donc de ne pas poursuivre. C'est ce qui s'est passé. D'accord, ben voilà, C'est très donc bien. vous me l'apprenez. Cela dit, puisque vous parlez voilà, de nouveau, je réfléchis en tant que juriste, je ne suis pas certain que cette loi était nécessaire avec l'arrêt de la Cour internationale de justice de juillet 2002 dans l'affaire Hirodia, puisque les hautes personnalités que votre confrère a citées, à mon sens, bénéficiaient d'une immunité diplomatique. Mais Très bien. voilà. Je vous remercie, Monsieur Franzen. Monsieur Franzen, vous avez été saisi donc des plaintes dans l'affaire qui nous préoccupe. Vous aviez dit, si je ne m'abuse, en 2000, novembre, c'est ça? Novembre 2000. Et puis par la suite, vous avez reçu, je ne vais pas dire en cascade, mais disons de manière successive, une vingtaine de plaintes. Vous aviez donné un chiffre d'ailleurs, vous aviez annoncé 22 ou 23, quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez clôturé le dossier? C'est-à-dire, est-ce que vous avez mené à terme l'information ouverte dans le cadre de ces plaintes ou c'est un autre collègue à vous qui l'a fait? Eh bien, à mon... Pour l'affaire ministère public contre Abré, hein, je m'entends bien. L'affaire ministère public contre... Oui, oui. Avec les plaintes et conscience de votre partie civile, le dossier... écoutez, moi je suis... Mais je ne suis pas certain, il faudrait s'enseigner auprès des autorités judiciaires belges, mais je ne suis pas certain que le dossier soit clôturé en Belgique. Très bien, d'accord. Donc le dossier serait toujours... Enfin... Alors si il est clôturé en Belgique, ce sera par ma confrère qui m'a succédé, puisque moi je suis parti en 2009 au tribunal spécial pour le Liban et que donc j'ai une consoeur qui a repris mon cabinet d'instruction, donc avec l'ensemble de mes dossiers et le cas échéant donc avec le dossier en cause de M. Abré en Belgique. Très bien. Donc depuis 2009, vous êtes affecté donc auprès du tribunal sur le Liban, spécial pour le Liban. Très bien. Oui. Je ne vous dirai pas de quelle ethnie je suis. Monsieur Franzen, je voudrais revenir sur la commission rogatoire internationale, simplement pour nous éclairer. Je souhaiterais quand même savoir, d'un point de vue plus ou moins, j'allais dire, pratique, pragmatique, exactement, parce que vous avez, je crois, dit que vous aviez passé 10 ou 12 jours dans le cadre de votre mission rogatoire, 10, 12, ou un peu moins, un peu plus, peu importe. Quand vous êtes arrivé, vous avez été reçu par qui au Tchad? Vous vous en souvenez? Une autorité quelconque, judiciaire, exécutive? C'est mon collègue juge d'instruction qui a eu la gentillesse de venir m'accueillir à l'aéroport à des heures indues, c'est-à-dire on devait être proche de minuit. Donc il a eu la gentillesse de venir m'accueillir à l'aéroport. Je l'en remercie d'ailleurs. D'accord. Et donc, dès votre arrivée à N'Djamena, vous avez, dès le lendemain, je suppose, parce que le temps étant précieux, vous avez commencé donc à procéder à vos investigations, Comment ça s'est passé concrètement? Donc, le lendemain, vous avez repris la tâche, donc je suppose, de votre collègue, juge d'instruction, qui vous a indiqué, donc, vous aviez un planning, je veux dire, vous aviez un calendrier, je suppose. Alors, effectivement, donc, on avait préalablement envoyé un planning au juge d'instruction, aux autorités judiciaires tchadiennes, planning qui
comme devant les chambres extraordinaires, doit parfois être un peu modifié et tout le monde s'accommode. Et donc il y a parfois un témoin qui ne vient pas, on essaye d'en glisser un autre et ça se passe en bonne entente, donc il n'y a pas de problème avec ça. Mais je dirais d'une manière générale, on essaye de suivre un planning. Donc oui. Tout ça est détaillé, il y a des procès, je ne sais pas, enfin, je suppose que vous avez eu l'occasion de le lire, mais il y a ce qu'on appelle un procès verbal de descente, qui relate, je ne vais pas dire heure par heure, mais en tout cas jour par jour, ce que nous avons fait au chat, c'est-à-dire les enquêteurs, le procureur et moi-même. D'accord. Vous étiez accompagné d'un magistrat instructeur, comme vous, non? Il y avait juste donc un représentant du parquet, c'est ça? Et des agents enquêteurs, qui appartent des OPJ, quoi, ou des... Donc pour être clair, la délégation belge était composée du procureur fédéral, parce qu'il était procureur fédéral déjà, enfin, d'un membre du procureur du parquet fédéral, je pense, de 4 OPJ belges, de ma greffière et moi-même. Et vous-même. Là, alors, je dirais, vous avez du côté tchadien, puisque je vous ai expliqué que moi, je n'étais pas territorialement compétent pour accomplir les actes d'instruction. Il y avait un juge d'instruction et sa greffière, et 4 OPJ tchadiens qui nous assistaient. Donc, personnellement, moi, je n'ai pas accompli d'acte sans être, entre guillemets, je n'ai pas accompli d'acte, et je ne vais pas dire sans être couvert par soit le juge d'instruction, soit un OPJ, mais je dirais... tous les actes ont été posés par soit le juge d'instruction, soit des OPJ en présence, avec l'assistance des Belges qui étaient présents. Je vous remercie, M. Franzen, pour ces précisions-là. Sur le terrain, une fois sur le terrain, M. Franzen, aviez-vous déjà une idée de la direction ou des directions vers lesquelles vous entendiez investiguer? Pas vous, j'entends bien sûr par substitution de votre collègue tchadien. Oui, tout à fait. Vous aviez une idée précise? Oui. Lesquelles étaient-ce? C'est possible de le savoir à peu près, grosso modo. Hein, oui, bien sûr. C'est à peu près... C'était d'une part entendre les plaignants qui n'avaient pas encore pu être entendus en Belgique pour qu'ils confirment leur plainte. Deuxièmement, c'était entendre des témoins que nous avions identifiés, notamment des membres de la DDS. Je dirais, troisièmement, c'était la visite des établissements pénitentiaires différents avec le recueil des archives de la DDS qui se trouvaient dans les locaux de la DDS. Quatrièmement, des déplacements vers Ambing et Amalgors. Voilà, et je dirais... que je pense avoir fait, oui, alors aussi un recueil d'autres éléments. Je me souviens qu'il y avait eu une histoire d'une affaire d'un tract que des gens avaient été emprisonnés pour une histoire, pour avoir publié un tract qu'ils contestaient. Et je pense qu'on a essayé auprès d'une cellule de documentation tchadienne de récupérer ce tract. Enfin, voilà, mais donc des éléments d'enquête concrets. Vous avez pu l'obtenir? Je pense que oui. D'accord. Il doit figurer au dossier? En tout cas, si je l'ai obtenu, il figure au dossier. Tout ce que j'ai obtenu, je l'ai mis au dossier. Mais je pense qu'il figure au dossier. En tout cas, il y a cette démarche qui a été faite. Je pense que le centre s'appelait le CFOD. Et je pense que c'était le tract que nous voulions aller rechercher. Il y a également des vidéos qu'on a récupérées auprès de la télévision tchadienne, enfin des éléments utiles à l'enquête. Très bien, M. Franzen. Et je crois, ou j'ai cru comprendre, qu'en sus de ces opérations-là, vous aviez également visité les maisons d'arrêt, les fameuses 7 maisons d'arrêt de N'Djamena.
Oui, c'est ce que j'ai dit, les C'est ça. établissements pénitentiaires. Ah, oui, oui, Et vous vous êtes rendu également, d'après ce que j'ai compris, dans les locaux de la DDS oui. pour examiner éventuellement les documents qui pouvaient vous intéresser dans le cadre de votre mission. Oui, les examiner, demander qu'on les saisisse, effectivement. Tout ça, c'était en février. Vous avez parlé de fin février, c'est ça? Si je me souviens bien, votre voyage. c'est du 26 février 2002 au 6 mars 2003. Au 6 mars 2003, c'est ça. Donc à peu près 3 mois après votre saisine, par voie de plainte, avec constitution de partie civile. Non. C'est en Un 2000. an, un an. Un an. 1 an et 3 mois. D'accord. Ça n'a pas d'importance, c'était simplement pour chronologiquement rétablir un peu le déroulement. Alors, première plainte mars 2000 et le déplacement a eu lieu en 2002. D'accord. Donc, Vous aviez dit que vous étiez déplacé, je crois, avec des médecins légistes aussi? Non ou... Non. D'accord. Vous n'êtes pas arrivé sur le terrain avec des médecins légistes? Non. D'accord. Pourquoi n'en avez-vous, peut-être, si c'est pas indiscret, ressenti la nécessité, puisque vous aviez envisagé de visiter au moins 2 charniers, à l'occasion de charniers, entre guillemets, enfin oui, charniers, ou en tout cas endroits où se trouvaient des... Mais, comme je vous l'ai Des dit, dépouilles. oui, pardon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, se déplacer avec un seul médecin légiste, à mon avis, n'aurait pas eu beaucoup d'intérêt dans la mesure où, si on veut, il aurait fallu procéder dans un premier temps à des exhumations, à des travaux qui sont lourds en moyens et en temps. Alors, voilà, il a fallu faire des choix. Et je vous ai dit, l'instruction n'était pas clôturée et bien entendu, en fonction de l'évolution du dossier, j'avais évidemment planifié, le cas échéant, de nouvelles demandes d'entrée judiciaire. Et donc, ça ne me paraissait pas utile, ou en tout cas primordial, de me déplacer avec un médecin légiste, dans un premier temps, ne sachant pas ce que donnerait la commission rogatoire, ne connaissant pas les résultats, ne sachant pas s'il y allait avoir une collaboration efficace de la part des autorités tchadiennes, si on allait avoir accès à ces lieux d'exécution ou à ces charniers prétendus. Donc voilà, c'était à la fois une mission qui se voulait la plus complète possible, mais qui restait une mission exploratoire, bien entendu. D'accord. Donc si je comprends bien, en quittant la Belgique, vous n'aviez, pas la certitude de pouvoir, de manière effective, voir des charniers, ou en tout cas de pouvoir y accéder. C'est bien ça? Vous n'aviez pas cette certitude? Écoutez, j'avais demandé de les visiter. La commission rogatoire avait été acceptée, donc je n'avais aucune raison de penser que ça n'allait pas être le cas. Maintenant, je vous dis, ce sont les aléas, et donc je ne vais pas me déplacer avec un médecin légiste dans un premier temps. Je n'ai pas estimé que c'était opportun. Voilà, compte tenu du fait que même s'il venait, on aurait dû commencer à faire des travaux d'excavation avant de pouvoir qu'il puisse exécuter sa mission. C'est pas lui qui allait, je dirais, creuser. Donc, mais j'avais bon espoir que tout ce que j'avais demandé se réalise, mais voilà, il faut savoir qu'il y a des choses qui parfois, pour des impératifs de temps ou de difficultés d'ordre matériel, sont plus compliquées. Mais en tout cas, je le répète, parce que comme je l'ai dit ce matin, la collaboration avec les autorités tchadiennes a été exemplaire, et vraiment, ils ont mis tous les moyens nécessaires à la disposition pour que cette commission rogatoire se passe dans d'excellentes conditions. D'accord. Si je comprends bien, vous étiez sceptique par rapport à l'accueil. Attention, je m'explique. Je ne parle pas de l'accueil confiné strictement à ce que peuvent être les relations humaines. Non, entre l'hôte et l'invité. Par rapport à votre mission, vous aviez quelques doutes sur le fait que vous puissiez effectivement, sur cette collaboration judiciaire qui se ferait franchement,
pleinement, entièrement. Alors que par la suite, d'après vos explications, cela s'est avéré tout à fait le contraire. Puisque vous nous dites que vous avez été bien reçu et que, si j'ai bien compris, quand vous dites bien reçu, c'est par les autorités judiciaires, on s'entend bien, hein, c'est pas dans les rapports invités hôtes. On est bien d'accord, hein, c'est connu, hein, la teringa africaine, elle est connue partout, hein, en général, on reçoit bien les hôtes. Ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et donc, vous n'avez pas ressenti la nécessité d'être accompagné au moins d'un médecin légiste parce que tout cela était lourd. Lourd comment? Lourd financièrement, logistiquement, ou l'État belge ne serait-il pas en mesure de pouvoir éventuellement débloquer une enveloppe, une certaine logistique dans le cadre de cette affaire? Quand vous dites lourd, vous pensez lourd comment? Lourd procéduralement, lourd financièrement, lourd comment? Mais je viens, je pense, de vous expliquer que aller avec un médecin légiste sur place en tant que tel n'aurait pas pu nous permettre de faire des constatations. On n'aurait pas pu permettre à ce médecin légiste de faire des constatations. Pourquoi vous dites cela? Parce qu'il aurait fallu, dans un premier temps, faire des travaux d'exhumation, Oui. puisqu'on parle de charnier. Voilà. Alors, les moyens, effectivement, les moyens de toutes les justices sont limités. Les moyens... Et donc, comme je vous dis que la première mission était une mission exploratoire, j'ai effectivement, comme c'est mon devoir, fait en sorte que les deniers de l'État belge soient utilisés à sa meilleure manière. Et donc, je préfère ne pas partir avec un médecin légiste, par exemple, parce qu'on part sur l'idée du médecin légiste, Oui. la première fois, et vérifier effectivement les charniers, savoir où ils se trouvent, avoir après un plan et dépenser de l'argent, peut-être plus d'argent par la suite, avec des résultats concrets. Donc, de nouveau, effectivement, hein, je pouvais partir 6 mois aussi. C'était pas possible. Hein. Voilà, pour des questions financières, pour des questions organisationnelles. Vous savez, quand je suis rentré après mes 8 jours, j'ai mis des mois à récupérer l'arriéré que j'avais. Bon, ben voilà. Alors, c'est ça la réalité. La réalité, c'est pas je pars 6 mois enquêter au Tchad et puis le reste on verra bien avec des moyens illimités. Non, ça n'est pas comme ça, que ce soit dans les justices nationales, que ce soit dans les justices internationales, c'est aussi des questions des moyens. Et je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire. Il y a des moyens, que ce soit en termes de logistique, en termes de moyens humains et des moyens financiers. Ça aurait coûté trop cher. Vous n'êtes pas financier, non, hein, je le mais sais. Je n'ai pas estimé devoir, à ce moment-là, engager des frais, je dis, pour cela, avec, à mon sens, et de nouveau, c'est mon appréciation. D'accord, très bien. Alors, votre réponse appelle une question de ma part. Hein. C'est simplement dans le but d'éclairer la Chambre. Vous parlez de... Oh, j'aurais pu venir pour 6 mois, mais bon, la réalité, elle est ce qu'elle est. Donc voilà, c'est vrai, la logistique peut coûter cher, certaines opérations d'excavation, l'accompagnement par un médecin légiste, quelques opérations ci, par là, peuvent coûter effectivement très cher. Très bien, très bien. Vous pensez qu'il vous aurait fallu 6 mois pour procéder aux excavations du charnier d'Ambing et du charnier d'Amralgoz? Il vous aurait fallu tant de temps? Vous saviez au départ que dans le supposé endroit qu'on appelle Ambling, il y aurait à peu près tant de cadavres, et dans tel endroit dénommé Amralgoz, il y a... Vous pensez qu'il vous aurait fallu beaucoup de temps pour procéder aux excavations? C'est un travail rapide, ça se fait relativement vite, je veux dire. En 2-3 jours, vous... Ça, je pense que vous sous-estimez. Si vous voulez faire ça scientifiquement, de manière judiciaire, oui. C'est pas 2-3 jours de coup de pelle. Ça, vous vous trompez. Donc, ça prend effectivement des professionnels, des techniciens. C'est pas déterré
enfin, on parle de corps humain, on parle de positionnement de corps, on parle de... Ça se fait pas en 2-3 jours si on parle effectivement de 150 personnes. Je ne suis pas non plus spécialiste, je ne suis pas scientifique, il faudrait le demander à un policier de la police scientifique, mais je pense que quand on a fait ça dans les juridictions internationales, au TPY notamment, ça a pris plus que 2-3 jours. Et de nouveau, je n'ai pas dit que je ne comptais pas le faire. Si ça avait été nécessaire, je l'aurais fait. Mais simplement, ce que je dis, c'est qu'à un moment, il faut fixer des priorités, comme dans tout dossier, on fixe des priorités. J'ai estimé, à tort ou à raison, j'entends votre critique, mais j'ai estimé que les priorités, c'était d'abord d'entendre les témoins avant de procéder plus avant. D'accord. Vous avez une idée des dimensions de ces 2 charniers? Longueur, largeur, quand c'est un rectangle, ou le côté, quand c'est un carré? Vous avez une idée? Non, Non, j'en ai vous plus. ne connaissez pas? Je pense que c'était mentionné, mais je ne l'ai plus de mémoire. Ça, c'est important. C'est pas comme les charniers de la Bosnie, etc., etc. Hein. C'est pas des milliers de morts. Hein. Non. Mais Des centaines. Je n'ai plus en tête, mais vous trouverez ça effectivement dans, je pense, le rapport de la commission d'enquête qui donne les dimensions des charniers, de mémoire. Mais donc, moi, je n'en ai pas, je n'ai pas le souvenir Donc, sur le plan médico-légal, on peut dire que vous êtes retourné à Bruxelles bredou, ou bredouille. On vous a montré des dépouilles. Et vous êtes revenu, donc, après avoir vu ces dépouilles, vous êtes revenu avec des témoignages. Ou si vous n'avez pas vu de dépouilles, vous êtes reparti à Bruxelles qu'avec des témoignages. C'est bien ça? Je ne sais pas. Oui, je n'ai pas vu de dépouilles, je n'ai pas demandé à en voir, j'ai demandé à voir les sites d'Ambing et d'Amalgos, ce qu'on m'a autorisé à faire, donc je les ai vus, je me suis fait expliquer par des témoins ce qu'il en était, et pour cette première mission, ça me paraissait, c'était les éléments que j'avais estimé devoir recevoir. D'accord. Pour faire la lumière. Ou pour aider ensuite à faire la lumière. Oui. D'accord. Donc on va en arriver aux locaux de la DDS, parce que vous avez travaillé, vous avez également opéré au niveau des bureaux de la DDS, vous avez examiné. Oui. Vous pouvez nous décrire un peu l'état des locaux, grosso modo, hein, comment vous êtes arrivé, avec qui étiez-vous accompagné, par qui plutôt, pardon? Donc par votre staff, je suppose, bien sûr. Oui, par des officiers de police. Je ne sais plus s'il y en avait plusieurs, au moins des officiers de police judiciaire tchadiens, puisque j'ai dit que c'est eux qui effectuaient les devoirs. Qui effectuaient, pardon, les devoirs d'enquête. Les devoirs, oui, bien sûr, d'accord. Puisque je vous ai expliqué la technique. Tout à fait, question de compétence, voilà. Bien sûr. Il y avait, je pense, des membres de Human Rights Watch. Qui sont HRW. Parce que je ne suis pas anglophone, j'ai quelques difficultés, d'accord. Et qui avait-il parmi ces... Vous vous souvenez du prénom, du nom de la personne ou des personnes de Human Rights Watch qui vous accompagnaient? Écoutez, je pense qu'il y avait Madame Koulouris qui avait fait pas mal d'auditions, et donc est-ce que M. Brody était là aussi? Enfin, je ne sais pas, mais je pense que vous allez retrouver ça dans le procès-verbal de décembre, puisque si j'ai certainement mentionné ces noms dans le... Et pour vous, c'était normal que ces personnes soient là, enfin ces ONG, quoi? Les ONG nous ont montré le travail qu'elles avaient effectué, puisqu'il y avait une partie... Très bien, très bien. Les ONG vous ont montré le travail que vous deviez effectuer? Non, qu'elles ont effectué. Qu'elles ont effectué, elles? Oui. D'accord. Je ne l'ai pas dit, je ne pense pas que... Et vous pensez que leur présence était indispensable? Vous n'étiez pas informé de cela déjà par les ONG? Non? Je vous pose la question, je ne sais pas, hein, dans le cadre de l'instruction que vous aviez ouverte dans votre cabinet. Alors, indispensable, tout est relatif, bien entendu, je ne sais pas. En tout cas,
elles nous ont, voilà, elles étaient présentes, et elles Oui. nous ont montré. Donc au moins deux personnes, hein, vous avez cité. Un monsieur et une dame, je crois. Vous avez dit madame et puis un autre nom. Ils étaient au moins deux? Oui, je pense. Ouais. Au moins deux. Y avait-il quelqu'un d'autre? Et il y avait certains plaignants. Certains plaignants étaient avec- Résidents au Tchad? Ou qui sont venus avec vous de Belgique? Ah non, au Tchad. On n'est pas parti avec des. Voilà, résidents au Tchad, hein. D'accord. Qui d'autre à peu près? Je fais appel à votre mémoire, hein, je comprends. Je vous parle d'il y a 12 ans, hein, 13 ans. Vous êtes jeune encore, monsieur Franzen. Si, mais je pense que voilà, il y avait les autorités judiciaires à vérifier si le juge d'instruction n'était pas là d'ailleurs. Maintenant que comme vous me faites appel à ma mémoire, j'essaie de la faire travailler. Je me demande si le juge d'instruction tchadien n'était pas là. Et donc des membres en tout cas de Human Rights Watch et certains plaignants voilà, qui étaient là pour aussi nous indiquer, puisque on est parti ensuite sur les sites de d'Ambing et d'Amalgors, donc D'accord. ces personnes pour nous indiquer ce que... D'accord. Les archives, elles étaient dans quel état? En 2-3 mots. Bien rangées Alors, il y avait toute une partie qui était bien rangée, Oui. et puis il y avait toute une partie qui n'était pas. Oui, c'était couvert de poussière, vous verrez aussi, il y a un reportage photographique qui a été fait, c'était couvert de poussière, c'était dans un état déplorable, enfin je dirais dans un état chaotiques. chaotique. Ça va? Ça convient? Je ne Le- sais pas. Je ne voudrais pas vous le suggérer parce que je ne voudrais pas que la Cour me... Non, chaotique. Mais donc il y avait les archives de la DDS, il y avait, je pense, les archives de la commission d'enquête, et il y avait également des documents qui avaient été réunis par Human Rights. D'accord. Y avait-il un membre de la commission nationale d'enquête présent? Je peux pas vous répondre. Je pense que non, mais je pense que non, mais là je ne m'en souviens absolument plus. Avant de vous rendre au Tchad, vous aviez lu le rapport de la commission nationale d'enquête? Oui. Oui. Vous l'aviez lu avant? Oui. D'accord. Je ne vais pas vous demander ce que vous en pensez. Hein. Je pense que je me suis exprimé tout à l'heure. D'accord. C'est très aimable à vous, monsieur Franzen. Et avez-vous eu le sentiment que d'autres personnes que vous, dans le cadre de cette commission rogatoire internationale, avaient déjà eu à examiner ces documents? Je m'excuse, mais je n'ai pas bien compris la question. De quel document parlez-vous? De la DDS. On est dans les locaux de la DDS, de ce qui était bien rangé. Ah oui, clairement. Puisque je pense que le rapport de la commission d'enquête le mentionne d'ailleurs. Donc ils ont exploité les documents, notamment de la DDS, en tout cas une partie, puisque je pense qu'effectivement il y a toute une série de documents qui n'ont pas pu être exploités, D'accord. puisqu'ils étaient encore dans un état, comme vous dites, chaotique, mais pour le reste, ça a été exploité. Je vous dis, on a vu aussi, par exemple, dans une boîte, il y avait toute une série de passeports, de photos de nationalités, enfin, de passeports divers, de nationalités diverses, et de photos, je les sens en mémoire. D'accord. Donc effectivement, la commission, comme vous dites, la commission nationale d'enquête a effectivement eu à avoir accès. À votre connaissance, est-ce que vous savez si d'autres personnes ont pu avoir accès à ces documents? À votre connaissance, hein? Ça peut être oui, ça peut être non. Hein? Les ONG, par exemple, ont-elles eu accès, à votre avis, à ces documents? Avant vous? Maître, vous demandez qu'il s'excuse? Il sait. Est-ce qu'il a appris? Est-ce qu'il savait Mais c'est de qu'avant la lui... spéculation. C'est qu'il n'a pas vu. Je retire. Je retire. C'est très simple, Monsieur le Président. Je retire ma question. Excusez-moi.
Est-ce que, pendant que vous instruisiez l'affaire en Belgique, HRW vous a remis des documents de cette nature, de la DDS? Quelques documents ou... Mais on en revient à la discussion de tout à l'heure. En tout cas, si quelqu'un m'a remis des pièces, ça n'est pas HRW. Si quelqu'un m'a remis des pièces, ce sont les parties civiles. Puisqu'elles ont qualité pour participer au débat judiciaire, ce que HRW n'a pas. Donc, je pense qu'effectivement, c'est la discussion que j'avais tout à l'heure et je demandais éventuellement qu'on vérifie. Je pense qu'il y a effectivement, il y a en tout cas des documents d'HRW dans les pièces qui ont été déposées. Maintenant, est-ce que ce sont eux qui ont déposé les pièces des pièces de la DDS? Honnêtement, il faudrait vérifier. Il faudrait vérifier. Donc, ma question était très simple. On s'est bien compris. Je veux dire que entre le moment où vous avez été saisi pour instruire et le moment où vous vous êtes rendu au Tchad, est-ce que donc pendant cette période-là, Human Rights Watch vous a remis des documents ou s'est prévalu de documents de la DDS? C'est tout. Vous me dites il faut vérifier, c'est bien ça? Vous n'êtes pas sûr? Je dis que les parties civiles vous ont en ont déposé remis des documents. de la DDS. Écoutez, je ne vais pas dire quelque chose dont je ne me souviens pas. C'est très facile à vérifier dans le dossier. Bon, je peux même vérifier très, très rapidement. Pas ici, malheureusement. Mais pourquoi pas ici maintenant? Pourtant, vous avez vérifié tout à l'heure. Quand la partie civile vous a posé des questions, vous avez sorti, vous avez dit si, je vais boire, si vous permettez. Pourquoi là, spécialement, vous ne pouvez pas? parce que... vous voulez dire matériellement, vous ne pouvez pas, c'est ça? Oui, parce que là, ce que j'ai, c'était le procès-verbal de synthèse, et je ne pense pas que figure l'ensemble des pièces qui ont été déposées par chaque partie civile. Donc, je dirais c'est une question matérielle. Je n'ai pas devant moi le dossier. Voilà. D'accord. C'est une question. Je comprends. Je suis ici avec je témoigne depuis ce matin avec quelques feuilles qui sont un procès-verbal de synthèse pour essayer justement de vous donner un maximum d'informations. Mais ne m'en veuillez pas si certaines informations, je ne peux pas vous les donner. Mais elles sont dans le dossier. Elles sont dans le dossier que soit qui a été versé, que les chambres extraordinaires ont. Donc, je suppose que vous y avez versé. Il n'y a pas de souci, bien sûr, monsieur Franzen. Vous avez donc récupéré, à la suite de cette visite à la DDS, un certain nombre de documents que vous avez ramenés avec vous? Non. En fait, vous en avez demandé ensuite l'envoi par commission rogatoire. Oui. Tous les documents que vous aviez demandés vous sont parvenus? Oui. Pratiquement. Oui. Donc, à un moment, j'ai reçu effectivement un colis qui a transité via les différents ministères des Affaires étrangères et puis ministère de la Justice. Oui. D'accord. Vous avez exprimé un peu tout à l'heure votre regret, en fait, de n'avoir pas pu mener votre instruction à terme, votre information, quoi, l'information de ce dossier. Vous pouvez nous dire pourquoi? Est-ce simplement une question, comment dirais-je, d'organigramme d'affectation ailleurs, et quelqu'un a pris le relais, ou est-ce que... Non, je pense que ce qui n'a pas permis de poursuivre l'instruction, c'est qu'à un moment, le mandat d'arrêt international qui a été délivré n'a pas été exécuté, et que donc par rapport à ça, moi j'ai attendu de voir la suite des événements. Entre-temps, on se retrouve ici. Entre-temps, on est devant les chambres extraordinaires qui vont faire le même travail que ce que je fais. Alors, des regrets, je ne sais pas si j'ai exprimé des regrets. Maintenant, toujours la volonté de faire un travail
complet, le travail le mieux qu'on peut. C'est ça. Ben, En fait, c'est tout. ce que je voulais dire. Hein. Oui, Bon, mais j'ai c'est parlé pas, de regrets c'est pour pas ne des pas parler de regrets. Moi, je frustration. pense que voilà, si j'en suis persuadé, les chambres extraordinaires font un travail meilleur que le mien. Donc, c'est pas des regrets par rapport à ça. C'est simplement des regrets d'abandonner un dossier comme j'en ai abandonné beaucoup quand je suis parti au tribunal spécial pour le Liban. Mais voilà. Très bien. Je vous remercie, M. Franzen. Je remercie la Cour également, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Franzen, vous êtes au bout donc de votre position. La Chambre vous remercie pour votre concours à la manifestation de la vérité et vous dit au revoir. Donc, pour repartir et reprendre vos fonctions. Merci, Monsieur le Président. Bien, il est à présent 17h30. C'est l'heure à laquelle nous suspendons pour la journée, pour reprendre le procès demain matin à 9h. Mais comme l'a souhaité la défense, je me tourne vers Monsieur le procureur pour demander est-ce que M. Banjim Bandoun est-il là? Est-ce qu'il pourra comparaître demain matin? Le témoin, M. Banjim Bandoun, est arrivé hier soir, mais dans la programmation, il est prévu de faire passer les experts qui ont des contraintes de temps au vu de leur agenda, et que demain, il est proposé le passage de l'expert Patrick Ball, qui a déposé son rapport sur les taux de mortalité dans les prisons et qui est là depuis avant-hier. Monsieur le Président, très sereinement, je voudrais dire simplement au ministère public qu'il y a quand même un chamboulement dans la programmation. Je ne sais pas où. Alors moi, je suis complètement déconnecté. Moi, j'ai reçu un calendrier prévisionnel toiletté en date du 7 septembre 2015. Monsieur le procureur, laissez la défense s'exprimer. Après, si vous voulez répondre, vous pouvez intervenir. Je vous remercie, Monsieur le Président. Également, monsieur le représentant du ministère public. Monsieur le Président, je disais, je ne comprends pas toutes ces... Monsieur Banjim Bandoum, au regard du calendrier prévisionnel que nous avons, devait passer avant même M. Franzen. Aujourd'hui, on nous dit que demain, il ne va pas passer parce que des experts sont programmés avant lui. Alors, je me demande si c'est le ministère public qui organise le déroulement de ce procès. On voudrait définitivement fixer. Si la Cour nous dit qu'effectivement c'est le ministère public, ben à ce moment, on s'en remet. Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le procureur général. Je crois que Maître ne doit pas perdre de vue que c'est le ministère public qui est en rôle sur avis donc, et propose cet enrôlement au président qui arrête donc le calendrier. Dès le début du procès, nous avons prévu un calendrier dit prévisionnel qui peut être chamboulé à tout moment en raison du déplacement des témoins qui n'habitent pas le Sénégal. Donc c'est au gré des vols, des annulations, que les personnes viennent à Dakar. Donc ce n'est pas des gens qui habitent à Dakar, sinon il n'y aurait pas de problème. Nous ne sommes pas comptables des plans de vol. Voilà le problème. Donc des experts avaient été désignés depuis longtemps qui ont leur agenda. On ne peut pas les faire poireauter à Dakar. Il faut qu'ils passent et à partir, lorsqu'ils passent, Banjim va passer. Voilà. Ok. La défense, si vous êtes contrarié, vraiment nous nous en excusons. Vraiment, C'est vrai que lorsqu'il y a une modification,
qui peut porter quand même quelques difficultés par rapport à la préparation du témoin, et surtout du contre-interrogatoire. Bon, toutes les parties doivent être informées. Nous prenons acte. La Chambre s'en excuse. Nous pensons que jusqu'à demain, vous aurez le temps, et surtout que c'est juste une déposition d'un expert. Vous avez déjà les rapports d'expertise. Vous pourriez vous y pencher, et puis on verra. Si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour le contre-interrogatoire, on va en juger. Nous vous remercions, Monsieur le Président, mais nous voudrions simplement savoir, Monsieur le Président, s'il appartient au ministère public, au prétexte que c'est lui qui poursuit, qu'il organise la comparution des experts, des témoins, des parties civiles, comme lui l'entend. Parce qu'on nous parle de personnes qui devraient être entendues par la Cour, mais que le gros problème, c'est qu'elles viennent de l'étranger. Or, M. Banjim Bandoum est arrivé hier soir. Je ne vois pas ce qu'il en fait. Je crois que la question a été réglée. Et il propose les témoins. La programmation appartient à la Chambre. Ils ont donné un calendrier prévisionnel. Et s'il y a effectivement des modifications, nous devons en discuter et puis mettre tout le monde à l'aise. Je vous remercie, Monsieur le Président. Encore une fois, merci. Et surtout pour vous dire que à 17h30, lorsque nous quittons cette salle, au moins qu'on sache le lendemain qui va passer. Absolument. Au moins, c'est un minimum. C'est la raison pour laquelle j'ai posé cette question, pour que au moins vous sachiez quel témoin préparer pour le lendemain. Nous vous remercions, Monsieur le Président. Nous remercions la Cour. Je vous en prie. Oui, le document dont Monsieur le témoin a fait état, à savoir le résumé analytique, qu'on voudrait déposer, nous n'avons pas les exemplaires nécessaires pour donner à toutes les parties présentement. On pourra en faire copie et donner à toutes les parties peut-être demain. Et comme c'est la partie civile qui l'a exigé et qui l'a exhibé, certainement c'est sous son couvert que nous ferons l'opération. Ça peut aller comme ça. Merci, Monsieur le Président. Il faut savoir, Monsieur le Président, si je peux me permettre de vous interrompre, il y a quelques annotations personnelles, mais bon, elles sont manuscrites, donc ils ne font pas partie du procès-verbal tel quel. Et, si on peut les couvrir au moment de la copie. On peut essayer Bien, je ne sais pas Monsieur comment le témoin, on oui. verra ça avec la partie civile. Ok. La partie civile se mettra en contact avec le greffe pour se faire. D'accord. Eh bien, voilà, je m'engage en tout cas à vous faire parvenir une copie la plus lisible possible de ce procès-verbal. Je vous remercie. Merci bien. Merci à la Cour. Bien, l'audience est levée jusqu'à demain 9h.